Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun pour se réaliser pleinement et être responsable de sa vie. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir d'accueillir Amandine Bellamy pour qu'elle nous parle de sa propre vision de la souveraineté intérieure et nous aide dans notre propre cheminement personnel. Amandine est loir-et-chérienne d'adoption comme moi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Loir-et-Cher, c'est un département de la région Centre-Val de Loire qui se situe à l'ouest de Tours et du Mans. Voulant développer mon réseau local, j'ai contacté Amandine qui m'a accueilli les bras ouverts et m'a apporté pas mal d'informations et de contacts pour développer mon relationnel. Elle applique en conscience un vieux principe qui marche à tous les coups. Donner pour aider l'autre sans autre intention que de l'aider à avancer, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ce principe de sagesse ancestrale, que nos sociétés occidentales ont oublié, est pourtant le plus efficace et le moins énergivore pour justement avoir un retour. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais si nous avons confiance et lâchons prise sur ce dont nous avons besoin, alors nous permettons à la vie de nous apporter sur un plateau ce qui nous fera avancer pour nous réaliser. C'est un pari gagnant-gagnant qu'Amandine porte dans son état d'être. Ce n'est pas une posture. C'est certainement une des raisons qui a fait que nous nous sommes entendus immédiatement, car, philosophiquement et spirituellement, nous sommes sur la même longueur d'onde. Diplômée en management et marketing international, elle a choisi depuis quelques années une autre orientation, car Amandine se décrit comme coach alchimiste spécialisée en prévention et accompagnement de l'épuisement émotionnel, mais aussi en leadership, bilan de compétences et reconstruction identitaire post-burnout et maladie. Tout un programme. Elle fait bien d'autres choses et je vais la laisser en parler à sa convenance. Elle en parlera bien mieux que moi. Bonjour Amandine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour cette très belle présentation. Je t'en prie. Est-ce que tu voudrais préciser des choses concernant la présentation que j'ai faite de toi? En fait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un me présenter de manière spontanée sans qu'on en ait discuté avant, puisque ça fait partie justement de l'identité de ton podcast, d'avoir une présentation surprise de l'invité. Et j'ai trouvé ta présentation très juste et je me sens honorée par la présentation que tu as faite de moi. Merci beaucoup. Écoute, tout a été dit. Effectivement, j'ai choisi là, il y a quelques années de mettre tout mon parcours au service, mon parcours et puis qui je suis, au service de la reconstruction et du soin de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, à travers l'épanouissement professionnel. Et en fait, j'interviens en prévention et en accompagnement, d'où justement ces multiples casquettes, comme tu les as évoquées, puisque mon grand rêve, c'est que le monde professionnel aille bien, que tout le monde se sente à sa juste place. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait. Et donc, c'est pour ça que mon doux rêve, c'est plutôt d'agir exclusivement en prévention. Mais pour le moment, il y a encore, on va dire, des démarches curatives à faire auprès des personnes qui sont en souffrance. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce spectre un petit peu élargi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir accompagner les gens qui sont en situation de souffrance psychologique et finalement physique, hein. J'ai fait aussi un burn-out, donc je sais à quel point ça peut être douloureux et que ça prend du temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler sur cette difficulté? C'est mon chemin de vie qui m'a amené jusque-là. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans l'attention avec l'autre, dans une capacité à être dans une
dans une relation très particulière avec les autres, à capter les non-dits, les ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas dit. Et pour autant, j'ai plutôt fait le choix au début de mon parcours professionnel d'être, dans des métiers, on va dire très très terre à terre dans la matière, dans le produit, dans le développement. J'étais dans le marketing, le développement commercial, dans l'univers de la décoration et du luminaire. Et néanmoins, en parallèle de ça, j'ai été coach de théâtre et puis j'ai goûté à travers ça le goût de pouvoir, avec ma contribution, faire grandir les autres. Ce qui m'a encore plus été révélé ensuite à travers mes fonctions managériales. Et donc tout ça s'est fait, de manière très fluide jusqu'au jour où j'ai intégré une entreprise dans laquelle je n'étais pas du tout en harmonie et j'ai découvert que l'entreprise pouvait détruire les gens et même les tuer. Et j'ai rapidement pris conscience que je n'étais pas dans un environnement qui était sain pour moi, donc je m'en suis écartée assez rapidement. Néanmoins, le mal était fait et mon corps a dit stop il y a 10 ans. C'était en 2014. Et ça s'est manifesté, donc mon épuisement émotionnel. Moi, autant je sais tout à fait retracer tous les épisodes qui m'ont amené jusqu'à cette rupture de mon corps. Mais moi, ça a pris la forme d'une maladie auto-immune et non pas d'un diagnostic de burn-out. C'est pour cela que je parle d'épuisement émotionnel au sens large et pas que du burn-out, parce que je sais par ma propre expérience que la manifestation de l'épuisement peut se faire de manière très multiple en fonction de notre génétique. Ensuite, donc c'était il y a 10 ans, suite à quoi j'ai mené mon propre chemin de reconstruction. J'ai pris des décisions assez radicales pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir, me remettre au centre de ma vie finalement et fonctionner en harmonie avec moi-même. Et suite à cela, on va dire que l'épisode Covid a été vraiment un catalyseur dans mon propre cheminement, où j'avais cette intention de créer mon entreprise dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement des humains. Mais voilà, je m'étais dit dans 5 ans, dans 7 ans, voilà. Et l'épisode Covid m'a vraiment amené à la conscience que j'avais quelque chose à transmettre, que j'avais cette valeur ajoutée à apporter au monde et qu'il était temps, que le moment, c'était maintenant. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé du coup de créer ce switch donc en 2001 avec une création d'entreprise en 2021, pardon, en 2021 avec une création d'entreprise en 2022 dans ce domaine d'accompagnement. Je comprends mieux, parce que je ne savais pas, hein, chers auditeurs, je ne sais pas tout d'Amandine, mais effectivement, là, je comprends mieux pourquoi elle a fait cette bascule. On a tous une histoire et qui participe grandement au choix qu'on peut faire à un moment donné, surtout quand notre corps nous a passé le message qu'il fallait changer complètement de braquet. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup, Amandine, pour ce partage. Tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de Life Focus que tu as créé aussi l'an dernier, qui fait partie aussi, je pense, de ton projet global, de communiquer aussi auprès des entreprises pour aider à les transformer? Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie vraiment de l'ensemble des services et des créations que je propose pour pouvoir permettre aux entreprises de se réinventer de l'intérieur. Le Life Focus, c'est un rendez-vous que je donne sous forme d'interview. Donc, un petit peu dans un format d'interview comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec la particularité, c'est que la thématique du Life Focus, c'est justement d'être focus sur un moment de tension qui se dans la vie d'une équipe, donc dans la vie d'un manager aussi, pour pouvoir déjà donner à savoir aux managers, aux équipes que la vie n'est pas toute lisse, la vie en entreprise n'est pas toute lisse, et donc il y a des pics émotionnels qui se jouent, que ces pics émotionnels ont un impact sur l'équipe et sur le manager, parce que on peut souvent, quand on parle de bienveillance au travail, de qualité de vie au travail, on pense très souvent aux équipes, aux employés, et on pense moins aux managers et aux dirigeants. Or, ce sont aussi des humains et donc ils sont aussi traversés par des pics émotionnels. Ils se retrouvent aussi parfois avec plein de bonne volonté et démunis pour pouvoir faire face à une situation parce qu'ils ont leur humanité qui entre en jeu. Et donc, c'est vraiment tout le sens de ces Life Focus, c'est de donner à connaître ces pics émotionnels que peut vivre une équipe et d'apporter des clés concrètes
des clés applicables qu'on peut mettre en œuvre quand ces situations nous arrivent. Donc, comme par exemple, parmi les sujets qui ont été abordés, bah, si je ne suis pas d'accord avec une décision de ma hiérarchie, comment réagir? Donc, notamment si je suis manager, je me retrouve entre l'équipe et la hiérarchie. Donc, dans tout ce circuit de tension émotionnelle, quels sont les leviers que je peux activer? Un autre des sujets qui a été abordé, c'est de l'addiction, traiter de l'addiction au travail et donc particulièrement comment prévenir les risques posés par des comportements d'addictologie, donc des comportements pathologiques. Comment agir quand on est manager auprès d'une équipe? On est sur des sujets qui sont très sensibles, qui touchent à des domaines qui sont bien plus vastes que le travail en lui-même et où en tant qu'humain, on ne sait pas toujours en tant qu'humain professionnel, on ne sait pas toujours comment se positionner et donc toute l'intention, c'est d'apporter de la douceur et de la clarté à ces sujets. Je crois qu'on ne nous apprend pas à apprendre à vivre avec nos émotions et à les utiliser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de véritables sources d'informations sur ce qui se passe en nous et, et, et apprendre à les aimer. On nous apprend plutôt à les refouler. Et dans le monde du travail, c'est encore pire, hein. On serait finalement des robots sans émotion. Et je trouve ça assez terrible parce que on est effectivement toujours des humains quand on va dans le monde du travail. Parce qu'on est dans notre vie privée, on l'est aussi dans le travail, même s'il y a des nuances et inversement. Les managers, on en avait parlé d'ailleurs en prenant un café, ils ne sont pas toujours formés non plus à leur job de manager. C'est même la tendance générale. On est manager naturellement. Non, c'est pas vrai. Et il y a toute une dimension émotionnelle pour soi et pour son équipe. Il faut être capable de pouvoir gérer tout cela et faire avancer tout ce petit monde sans générer de la souffrance, parce que c'est là tout le problème. C'est que les organisations, ne prenant pas en compte la dimension émotionnelle de l'individu, elles génèrent de la souffrance dans le travail. Oui, tout à fait et ce que tu dis justement par rapport à ces managers qui sont promus sans forcément en avoir émis la volonté, sans forcément avoir été accompagnés sur les compétences dans l'accompagnement humain et donc notamment dans la gestion des émotions. J'aime pas trop ce terme de gestion, mais on va dire Mmh. dans la compréhension et dans l'accompagnement de ces processus émotionnels. On se retrouve aussi avec, des personnes qui exercent des rôles managériaux en ayant, en fait, par projection de ce qu'ils croient être juste comme étant manager. Donc c'est souvent par mimétisme de ce qu'ils ont vécu et il y a encore, cette image, du petit chef qui a la vie dure dans l'esprit des gens, que quand on est manager et ben, du coup, on est le chef et on peut avoir encore plus tendance à mettre un masque pour, surtout cacher l'humain qui est en nous, alors qu'au contraire, au plus on va se montrer humain avec son équipe dans notre posture managériale et au plus on va permettre à l'équipe de se développer au sein de ce que enfin, de ce que moi j'appelle la sécurité émotionnelle de l'équipe et donc lui permettre d'être vraiment dans son meilleur potentiel de créativité, de force d'initiative et donc d'amener cette équipe à grandir de manière autorégénérante en fait, d'être vraiment dans cette capacité de prendre soin d'elle-même, tout simplement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives à aider une équipe à atteindre des tas d'auto-guérison, pardon, d'auto-énergie, je n'ai pas retenu le terme. Autorégénération, Qu'est-ce que tu ressens au niveau émotionnel? Physique aussi peut-être? bah, écoute, avec complètement, puisque là, quand tu me poses la question, je le sens dans mon corps et ce que je sens, c'est vraiment comme des petites étoiles qui remontent dans, dans tout mon système nerveux, en fait, du sol jusqu'au sommet de mon crâne. Donc, ça traverse tout mon corps depuis mes jambes et ça remonte. Et je sens toute la chaleur m'envelopper au niveau des épaules. C'est ça que je ressens. Donc moi, comme tu l'entends, j'ai moi un canal d'interaction avec le monde qui est très kinesthésique. Donc ma manière d'interagir avec le monde passe énormément par mon corps. Et donc bah, toute cette fierté, ce sentiment d'utilité, cette gratitude aussi que je ressens à ce moment où je me rends compte que moi, avec mon humanité, j'ai réussi à apporter des clés pour permettre cela. Ben, ça se manifeste à travers dans mon corps par ce fourmillement étoilé qui gravite à travers moi. Je rajouterais que, comme moi je te vois en vidéo, tu as en plus ton sourire qui s'est élargi. On entend aussi
ta joie dans ta voix et puis tes bras se sont mis en mouvement. Ah complètement et ça m'habite, dans toutes mes cellules. Tout à l'heure, tu l'as effleuré du bout des doigts, mais tu nous as parlé en fait de spiritualité, de ce que tu essayais aussi de faire pour le monde, pour les gens, et que finalement on est tous en interaction. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu, de comment est-ce que cette dimension spirituelle, elle transpire dans ce que tu fais dans ton travail et même dans ta vie privée? En fait, c'est vrai, ce qui me vient, c'est que c'est finalement à travers l'apprentissage du lâcher prise essentiellement que ça se manifeste. C'est vraiment le grand point de bascule que moi j'ai réalisé à travers tout ce chemin, c'est de passer d'une personnalité qui était hyper contrôlante. Alors je ne saurais pas dire aujourd'hui que je ne suis plus du tout contrôlante et si je le disais, il y en a que ça ferait bien sourire, je crois. Néanmoins, j'ai vraiment appris à être, beaucoup plus dans l'instant présent, dans l'écoute, dans l'accueil de ce qui est. Je suis dans la confiance dans le processus du vivant. Là où je mets un point d'honneur, c'est à être dans l'action et c'est aussi quelque chose que moi j'accompagne énormément auprès des personnes, que ce soit en individuel, à travers les coachings, que ce soit à travers les ateliers de co-création au niveau des équipes. J'accompagne énormément la mise en mouvement, la mise en action, parce que c'est à travers le mouvement, à travers l'action que la vie peut se manifester, que les chemins et les opportunités vont pouvoir s'exposer à la vue de la personne ou du groupe de personnes qui est en mouvement. Et c'est grâce à ça que qu'on va pouvoir ensuite cheminer dans son processus. Donc c'est vraiment à travers le mouvement, donc la mise en action, l'ouverture d'esprit, donc d'être en observation, en présence, en écoute de ce qui est, de ce qui se présente, aussi des résistances qui sont là, pour pouvoir ensuite poser des actes et puis laisser le processus se suivre. Donc il y a en ça cette notion de lâcher prise, où là avant j'étais toujours dans une dynamique de... Mon intention était portée sur le résultat énormément. Aujourd'hui, mon intention est plutôt portée sur le chemin, même si parce que j'ai quand même 15 ans d'expérience, en marketing, en développement commercial, j'ai quand même cette culture de l'objectif, de poser des objectifs. L'objectif, maintenant, est surtout là pour servir le chemin et en général, le résultat, il 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 vient ensuite naturellement et souvent avec cette approche-là, le résultat est même plus beau encore que l'objectif initialement posé. Oui, il est différent. Parce qu'en fait, le travail que tu auras fait en amont va permettre de t'ouvrir et de te permettre d'accepter, d'accéder à quelque chose de peut-être plus vaste ou alors de quelque chose qui te correspond mieux parce que tu auras fait le cheminement sur ton chemin, justement. Oui, c'est ça, c'est en fait, le mot que tu viens d'employer, plus vaste, c'est exactement ça. C'est que, en fait, une fois que on avec l'objectif en général et justement avec, mon parcours professionnel, l'objectif a tendance à être assez smarté comme, on l'apprend bien, en école de commerce et puis, dans tous les enfin, dans toutes les formations en développement commercial. Donc il est très factuel, il est très ciblé, alors que l'intention posée sur le chemin et sur l'écoute et la présence tout au long du chemin permet justement de collecter et de recueillir des pépites pendant tout le processus, ce qui fait qu'une fois l'objectif atteint, le résultat est plus vaste dans le sens où il ne se limite pas à ce smart. Il prend une ampleur beaucoup plus grande, notamment ne serait-ce que celle de tous les apprentissages qui ont été vécus Et qui transforme l'individu. et qui transforment. Y a-t-il pas des fourmillements, des sensations physiques aussi qui participent à ton fonctionnement spirituel, que ce soit dans le pro ou dans le perso? Ah oui, il y a aussi, les messages que je reçois à travers mon corps. Donc je reçois des informations, alors sans c'est complètement incontrôlé puisque ce n'est pas moi qui suis maître des informations qui me sont communiquées. Mais je reçois moi des messages, codés à travers mon corps
pendant les accompagnements, que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe, qui me permettent de sentir des informations. Donc, déjà, j'ai pris conscience et tu vois, là, le 1er mot que j'allais dire, c'est développer. J'allais dire: «J'ai développé», or c'est quelque chose qui était déjà en moi et que j'avais peut-être refoulé par rapport au conditionnement de ma vie. Donc j'ai pris conscience, d'une capacité que j'ai qui est une capacité d'hyper-empathie émotionnelle, c'est comme ça qu'on la nomme. Et ça en ce qui me concerne avec, mon canal kinésiologique, ça passe à travers mon corps, ce qui fait que quand je suis dans la relation avec une personne que j'accompagne ou un groupe de personnes que j'accompagne, donc cet état de relation là, en fait, j'ai la capacité, je reçois à travers mon corps des informations, des tensions, des chaleurs, de l'ouverture de la cage thoracique, voilà, des choses très concrètes qui circulent à travers mon corps et qui me servent d'outils pour questionner, interroger là où les personnes qui sont avec moi, parce que ce sont des indicateurs, en fait, qui proviennent de ces personnes-là. Donc en fait, c'est en ça où je disais un petit peu plus tôt, j'ai une capacité à entendre ce qui n'est pas dit, à voir ce qui n'est pas montré. C'est parce que en fait, je reçois ces informations-là, par mon corps, je sens quand il y a quelque chose qui est caché, qui est non dit, et ça va me permettre du coup de poser des questions. J'ai pas d'affirmation, jamais. Moi, je ne reçois pas d'affirmation. Par contre, je reçois des informations qui me servent comme outil de questionnement, comme outil d'attention pour pouvoir accompagner des personnes, que j'accompagne de la manière la plus juste possible. Ces questionnements, ils te servent aussi par rapport à la connaissance de toi-même. J'ai pas très bien compris le sens de ta question. Alors, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que ton corps t'envoie aussi des messages pour te dire, tiens, tu devrais, Amandine, travailler, je sais pas, l'amour de toi-même, l'estime de toi-même, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des messages qui te permettent de savoir qu'en fait, c'est pas simplement dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation à soi. Alors, en fait, il y a 2 choses. J'ai développé la capacité à comprendre, enfin, à distinguer plutôt, parce que comprendre, c'est très mental, à distinguer les ressentis qui sont les miens et ceux qui ne sont pas les miens. Donc, là, ce dont enfin, ce que je viens de partager, parler des ressentis qui ne m'appartiennent pas, donc qui me traversent, mais où je sais, je sens qu'ils ne sont pas les miens. Après, effectivement, je peux tout à fait vivre des situations en fait, dans les métiers d'accompagnement, heu, il y a cette il y a justement, on parle d'alchimie, cette alchimie particulière qui fait qu'on attire des personnes, enfin, il y a pas de hasard, personnes que l'on attire dans nos accompagnements. C'est parce qu'il y a une résonance entre nous. Il y a une résonance, les personnes sentent qu'on va être la personne juste pour pouvoir les accompagner, et ça vient bien au-delà d'un CV, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et donc forcément, à travers cette résonance, il y a parfois des échos qui se font entre ce qu'une personne partage, vit, et puis mes propres expériences. Et donc, il y a des moments où ça vient soulever effectivement des émotions en moi et qui m'amènent à identifier: «Ah là, c'est venu soulever, une émotion que je pense, enfin, un travail personnel que je pensais avoir déjà bien révolu», et je me rends compte qu'il est encore actif, il a encore la capacité de s'activer. Donc ça va me donner l'indication à ce moment-là de reprendre un chemin, moi, de soin intérieur pour pouvoir apaiser cette émotion qui rejaillit à nouveau, par exemple. Ça peut se manifester sous ce prisme-là. Et l'autre chose qui me vient par rapport à la question que tu m'as posée, c'est que je suis aussi en formation en design humain, donc qui est une approche, holistique qui permet de comprendre comment est-ce qu'on est conçu, génétiquement parlant, pour interagir dans le monde auquel on appartient. Et donc à travers, cette lecture du design humain, donc moi je suis de type générateur, et le type générateur, c'est un type énergétique qui a la particularité d'être, en réponse aux interactions qui sont présentées à lui à travers la vie. Et donc cette réponse se manifeste au niveau du centre sacral,
Donc c'est vraiment au niveau des tripes. Au niveau des tripes, en fait, par rapport à une situation, une personne va se présenter à moi et viscéralement, mon corps va me dire oui ou non. Viscéralement, mon corps va m'inviter à poursuivre ou alors va me dire non, là, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et ça, c'est quelque chose. Donc, moi, le design humain, j'ai découvert pour la première fois il y a 3 ans. Donc, je suis encore en processus d'accueil et d'intégration des apprentissages que j'en fais. En tout cas, c'est déjà quelque chose que j'ai pas mal développé, cette capacité à prendre mes décisions par le prisme de mon corps et non plus par le prisme de mon mental. Est-ce que le fait que tu aies vécu cette expérience douloureuse en entreprise t'a aidé à écouter, beaucoup plus ton corps et être, plus connecté à finalement à cette interaction avec les autres et avec toi-même à travers ce corps qui t'aide finalement à grandir, à évoluer en conscience? Alors, ça ne m'a pas plus aidée, ça m'a aidée tout court. Parce que, j'avais moi fait le choix de me couper de mes ressentis. C'est un choix que j'avais fait à l'adolescence, donc c'est un choix que malheureusement beaucoup de personnes, sensibles font quand ils sont en mécompréhension de ce qui se passe à travers leur corps, de tous ces messages et de tous ces ressentis. J'ai expliqué un petit peu plus tôt que j'ai développé la capacité à identifier les émotions qui me traversent, qui sont les miennes et qui ne sont pas les miennes. C'est assez récent, c'est au cours de ces 10 dernières années que j'ai développé cette capacité-là. Donc j'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça s'est fait après 30 ans. En pleine adolescence, donc pendant ma construction identitaire, j'avais pas du tout ces codes-là. Donc j'étais moi en construction identitaire avec mes propres émotions, entourée d'autres adolescents qui, eux, vivaient aussi leur processus avec leurs émotions. Et moi, en fait, j'étais une véritable éponge. Donc, tout rentrait en moi, mais j'étais en incapacité de faire la part entre ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. La stratégie inconsciente que j'ai adoptée à ce moment-là, c'est de couper. C'est de prendre la décision de ne plus ressentir. Donc, je me suis vraiment forgé une carapace par rapport à mes émotions. Je suis entrée dans un mode de lève la tête, serre les dents et sois forte. Et je suis vraiment rentrée dans ce moule-là. J'ai commencé ma vie professionnelle plutôt dans cet état d'esprit-là. Le fait d'être dans un environnement qui était vraiment pas bon pour moi, qui était toxique pour moi, j'étais vraiment pas à ma bonne place. En fait, ça me demandait chaque jour tellement de ressources, d'adaptation pour pouvoir survivre à cet environnement de travail que ma carapace, aussi solide soit-elle, s'est brisée. Et donc, la carapace s'est brisée et là, en fait, tous les ressentis refoulés, inassumés que j'avais pu, collecter et emmagasiner dans mon corps ont commencé à se déverser à travers ces fissures. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de faire ce chemin parce que l'intensité émotionnelle était si forte. J'ai enfin, c'était une période de ma vie qui a été vraiment difficile parce que l'intensité émotionnelle était tellement forte. L'état de souffrance, du coup, lié était tellement intense que j'en ai été à un jour, enfin, c'est un peu, je vais un peu partager une confidence, mais elle peut tellement servir et aujourd'hui je l'assume. C'est que je me suis regardée un jour dans le miroir dans un état émotionnel, enfin d'épuisement émotionnel tellement intense que j'ai supplié mon corps de m'arrêter parce que c'était trop. Je n'étais plus en capacité d'absorber et je n'étais plus en capacité de ressentir. Ça a été clairement ça. J'ai supplié mon corps de m'arrêter parce que je ne pouvais plus continuer à ressentir, c'était trop. Et donc mon corps m'a répondu 3 jours après, donc ça a été très rapide. 3 jours après, mon corps m'a répondu en interrompant mes sensations cutanées sur la moitié de mon corps. Donc, mon corps m'a répondu en me permettant d'arrêter de ressentir d'une manière différente de celle à laquelle j'avais pensé. Mais cette manière dont il m'a répondu a été un électrochoc suffisamment fort pour que je me dise, en fait, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Alors, je dois prendre soin de moi. Alors, je vais voir le médecin et je fais ce qu'il faut. Et en fait, ça a été vraiment ce point de bascule. C'est pour ça que j'ai interprété, moi, cette manifestation de mon corps comme un message qui me disait: «Eh oh Amandine, là,
tu es en train de partir, dans une vie qui n'est pas la tienne, reviens au centre. C'est pour ça que je l'ai vraiment interprété comme un message de mon corps, parce que je lui ai adressé une demande, il m'a répondu. Ben, intrinsèquement, moi, j'ai pris cette réponse comme, comme un message de sa part pour me guider. Oui, puis il me semble que tu es en train de nous parler aussi de la magie de la vie. Le corps n'est pas une chose, il interagit véritablement avec nous et il nous parle en permanence et il y a vraiment une interaction entre notre esprit et ce corps et ils fonctionnent vraiment ensemble. C'est une redécouverte à travers, notamment l'épigénétique qui est une branche de la biologie où on découvre que, bah, il y a interaction avec le monde extérieur, l'environnement extérieur impacte nos corps, nos esprits, mais notre environnement intérieur, notamment notre psychologie, détermine aussi la santé de ce corps. Et en fait, je vois vraiment le corps comme une boussole. Le corps comme une boussole à travers, en fait, le chemin que j'ai fait au cours de ces 10 dernières années, des apprentissages que j'ai fait, parce que je me suis aussi beaucoup formée sur différents aspects, que le corps sait. Le corps détient la vérité de notre vie. En fait, c'est quand on parle d'autorité décisionnelle, où on a tendance à dans notre culture et dans le conditionnement de notre société, on a appris à prendre les décisions de manière assez, logique. Enfin, voilà, il y a A, il y a B, il y a C, enfin, on analyse avec le cerveau et on prend les décisions de manière rationnelle à travers le cerveau. Or, il y a une autre vérité qui est celle du corps, qui est pas tout à fait, celle de la raison, mais qui est plutôt une forme d'autorité et de vérité qui résonne à l'intérieur de nous et qui nous sert de boussole pour nous guider sur notre chemin de vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et je l'intègre aussi en ce sens dans mes accompagnements avec beaucoup de justesse, justement. J'y suis d'abord allée à tâtons parce que je me suis dit: «Enfin voilà, ça m'appartient, je vais pas aller imposer mon sujet». À force d'en discuter avec les personnes, ça vient vraiment faire écho auprès des autres et donc petit à petit, c'est aussi, une forme de développement que je propose aux personnes que j'accompagne. Donc je les amène à être à l'écoute de la vérité de leur corps. De manière un peu concrète, parce que là, ça peut paraître un peu perché ce que je suis en train de dire. En tout cas, en m'entendant parler, je me dis que l'ancienne Amandine que j'étais me dirait: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci?» Par exemple, pendant un coaching, ou un bilan de compétences, une personne va être, dans une situation où elle se sent en tension parce qu'elle a une décision à prendre et elle ne sait pas quelle décision prendre parce que, ben, elle a toutes les bonnes raisons de prendre la décision A, puis toutes les bonnes raisons de prendre la décision B, puis toutes les bonnes raisons de prendre la décision C. Et du coup, elle se sent en inertie et d'où le risque de ne plus être en action. Et moi, quand je sens cette inertie et avec la personne, je la regarde et ça les fait sourire maintenant parce qu'ils me connaissent. Je la regarde et je dis: «Bon, debout». Et donc la personne se lève, je la lève et là, en fait, on va matérialiser dans la pièce les décisions qui s'offrent à elle. Je vais la poser face à ces 3 chemins, par exemple, et du coup, je vais l'inviter à sentir là où son corps veut aller. Et là, souvent, ça vibre dans mon corps, là, en le disant. Ça amène en fait de nouveaux déclics à l'intérieur de la personne. Elle se dit: «Mais je comprends pas parce que en fait, mon corps, il veut aller là-bas, mais c'est pas logique». D'accord. Et donc c'est pas logique et en fait, à partir du moment où elle a cette réponse de son corps, ça ouvre les portes à l'intérieur d'elle-même et là, elle vient donner des accès à sa conscience pour comprendre en quoi est-ce que c'est juste. Tu les pousses à se débrancher de leur mental et à écouter, leur vérité intérieure. Tout à fait. Il y a une différence entre ce que l'on croit avoir besoin et savoir vraiment ce dont on a besoin. Et là-dessus, notre corps, lui, il se trompe jamais. Mais c'est pas toujours évident de savoir l'écouter. C'est ça, c'est difficile de savoir l'écouter quand on a été conditionné à ne plus l'écouter. Comme moi, j'ai fait ce chemin de m'être complètement opacifiée à mon corps et d'ensuite avoir réappris ces codes de communication. Finalement, c'est un apprentissage que j'ai développé et que je peux maintenant mettre au service des personnes que j'accompagne.
parce que souvent les personnes que j'accompagne sont encore dans cette opacité, de conscience vis-à-vis de leur corps. Qu'est-ce qui te fait vibrer, le matin? Quelle est ton émotion? Comment tu sens ton corps quand tu sais que tu vas accompagner quelqu'un et que tu vas l'aider à avancer dans sa vie? Est-ce que ça donne du sens à ta propre vie finalement? Par rapport à la question que tu m'as posée, je me suis dit: «En fait, je ne sais pas à l'avance la contribution que je vais apporter». Donc ce qui me fait vibrer, c'est l'envie d'accompagner, je suis vraiment dans l'envie d'accompagner, dans la générosité, dans l'envie d'être dans la relation. C'est vraiment l'envie d'être dans la relation, dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui est, et à partir de ce moment-là, eh bien, j'espère que je vais avoir un apport pour que la personne puisse se transcender. Mais je ne pars jamais, j'ai jamais j'ai toujours aussi un petit doute, mais un petit doute utile en moi, tu vois? Je le sens au niveau de mon estomac, tu vois? Comme une petite peur finalement que peut-être, aujourd'hui, je ne réussirai pas à apporter l'élan à la personne. Et bien sûr, j'ai l'envie, je suis dans la relation, et du coup, j'ai aussi ces palpitations d'une joie anticipée de «ça va être comme ça», et en même temps, je ne le sais pas à l'avance. Donc il y a aussi cette peur qui qui me qui m'ancre aussi, et qui me dit, enfin, c'est voilà, soit dans la relation, soit d'abord dans la relation. Tout sera juste si tu es dans la relation. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu la nuance entre les 2, parce que quand je me lève le matin, du coup, c'est l'envie, c'est la joie, c'est l'envie d'être dans la relation, avec ce petit doute utile qui est là pour me rappeler d'être juste à ma place. Et puis, bah, à la fin des rendez-vous, là, c'est la joie, là, c'est la satisfaction de l'accompagnement et de ce qui a éclos pendant cet instant. Donc moi j'entends joie, humilité quelque part, parce que le doute, dans le métier de l'accompagnement, il est nécessaire. L'acceptation qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce que l'autre en face, doit faire son propre chemin, et puis, la satisfaction, la joie à nouveau de d'avoir fait, heu, d'avoir fait son travail. Et l'écoute, avec un grand E, c'est-à-dire l'écoute, multisensorielle. En fait, on en revient toujours à la question de l'évolution de l'autre sur, ce là où il veut aller, dans sa vie, mais aussi dans sa dimension aussi spirituelle. Oui, en fait, à travers, donc comme je te l'ai dit au début, donc moi je suis positionnée donc plutôt sur le domaine professionnel. Néanmoins, dans l'accompagnement humain, il y a pas de f en fait, en réalité, il y a pas vraiment de frontières. Donc moi, mon prisme, c'est finalement d'aider les personnes à mieux se connaître, pour se sentir à leur pour pouvoir en fait, se créer une activité, une contribution au monde dans laquelle ils se sentent être à leur juste place. Et donc, en cela, mon angle d'approche, c'est plutôt le prisme de l'activité professionnelle. Mais en réalité, dès lors où on est dans les métiers de l'accompagnement, en fait, on touche à toutes les sphères de vie d'une personne de toutes les façons. Et donc forcément, là, ce dont tu parles par rapport au spirituel, quand, j'aide une personne à mieux se connaître et à se créer un environnement qui est sain pour elle, dans laquelle elle va se sentir être à sa juste place et avoir des actes qui lui permettent de se sentir utile au monde, bah, là, on est dans une dimension effectivement à caractère spirituel complètement. Oui, oui, tout à fait, on n'est pas obligé de passer par la prière et cetera, pour être dans cette dimension. Je Parce que de toute façon, tout est spirituel, donc comme tu viens de le dire avec ton exemple, donc non, non, c'est partout. Mais après, la question aussi, c'est la positionnement en tant qu'accompagnant. Est-ce qu'on a cette dimension-là aussi ou pas? Oui, oui, oui. Parce que tout est interaction plus ou moins consciente, donc en fait, ça va impacter l'autre à un moment donné, enfin si l'autre est réceptif. Oui, et puis c'est aussi une faculté que je trouve importante à développer en tant qu'accompagnant, c'est cette capacité à s'adapter
enfin, quand on parle de spiritualité, à s'adapter à l'ouverture de ce que l'autre est prêt à accepter, de là où il est prêt à aller. Et du coup, d'avoir vraiment, tout un panel, de alors, à l'audio, on n'entend pas, on ne voit pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de faire une échelle avec ma main. On va dire un panel de nuances à apporter à notre accompagnement avec des outils qui vont être très, très terre à terre, très pratico-pratiques. Par exemple, des techniques d'organisation, voilà, des choses très, très concrètes. Et puis d'avoir aussi des questions qui vont l'amener à entrer, des questions et des protocoles d'accompagnement qui vont amener la personne à entrer dans d'autres dimensions de lui-même. Mais tout ça se fait toujours dans le respect. Enfin, je trouve qu'il est essentiel de bien jauger là où l'autre est prêt à aller et quand on parle de souveraineté, moi j'explicite les choses et en fait, avant d'emmener par exemple, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et donc parfois je propose un accompagnement à travers la programmation neurolinguistique pour débloquer une situation. J'explique toujours en amont de l'exercice à la personne en quoi consistera l'exercice, que ça va venir déclencher comme mécanisme inconscient ou conscient de sa part. Et je le laisse toujours maître de la décision de est-ce qu'il a envie de recevoir, de bénéficier de cet accompagnement-là ou non. Et en fonction de sa réponse, je vais lui proposer d'autres outils qui vont être moins sollicitants de son inconscient si jamais il n'est pas prêt à aller dans cette dimension-là, par exemple. De la même manière que je pose toujours des sécurités avant les accompagnements où ça les fait sourire parfois, je m'adresse à leur cerveau ou je m'adresse à leur inconscient en expliquant ce que je lui demande de mettre à disposition de la personne pendant ce rendez-vous et pourquoi. Pour vraiment permettre à la personne d'être en sécurité, de comprendre voilà, qu'il y a des choses qui se passent et que sur le plan inconscient, parce que l'inconscient a ses codes et a ses barrières que lui seul maîtrise. Quand on a une personne en entretien, on ne connaît pas toutes les bribes de sa vie et on ne sait pas ce que l'inconscient cherche à protéger. Et donc, moi, j'ai vraiment une attention très forte à nommer les choses parce que je suis convaincue de l'impact vibratoire que va avoir ma voix à travers le tympan de la personne et donc la réception que ça va avoir au niveau de son cerveau pour qu'il soit maître, donc souverain, finalement, le plus possible, de ce qu'il va amener pendant l'accompagnement et qui va lui être utile. Alors tu nous as parlé là de la souveraineté, donc des autres, mais en quoi toi, tu es souveraine intérieurement? Oh, c'est une bonne question. Alors, en fait, la souveraineté intérieure, je vais plutôt, moi, te reformuler parce que je suis pas encore, même si j'entends le mot souveraineté, souveraineté intérieure depuis quelques années maintenant dans le monde du coaching et je comprends tout le sens de la gouvernance personnelle et de la liberté aussi qu'il y a derrière. Je perçois moi plus une notion d'alignement et de cohérence personnelle entre qui je suis et ce que je fais et ce que je renvoie et du coup aussi ce que je renvoie aux autres. Et donc je vais te le reformuler comme ça parce que je suis plus à l'aise avec cette formulation-là. Et en ce sens, c'est déjà, alors en ce qui me concerne, moi, le travail de connaissance de moi-même, je l'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis en exploration de qui je suis, de mes mécanismes, de mes fonctionnements, de mes préférences neurologiques, comportementales. Donc, en fait, c'est vraiment, je trouve, la première dimension, c'est déjà de bien se connaître soi, de se connaître soi en tant que soi, dans ses relations avec les autres et dans ses relations avec son environnement, pour pouvoir poser des décisions en conscience qui sont les bonnes décisions pour nous. J'en parlais un petit peu plus tôt avec le design humain, c'est que ces décisions qui sont les bonnes pour nous, elles vont pas forcément toujours faire appel à la raison. Et donc, c'est aussi l'humilité d'accueillir cette dimension-là. Donc, c'est vraiment bien se connaître, c'est la décision en conscience, c'est, ça me connote aussi une notion de liberté d'être.
c'est-à-dire de la liberté d'assumer qui je suis, de me montrer telle que je suis, de développer cette capacité à se dire qu'on est OK comme on est et qu'on est prêt à assumer qui on est. Accepter de se faire interviewer en fait partie d'ailleurs, hein. C'est pas un exercice simple, mais ça relève de la souveraineté intérieure. Oui, oui, tout à fait et c'est vrai que c'est aussi un exercice challengeant parce que tout à fait, ça relève de la souveraineté intérieure. Déjà, c'est une décision, enfin, là, en ce qui me concerne, là, je parle de moi, c'est par rapport à cette interview que nous avons ensemble. C'est une décision que j'ai prise et en même temps, mais il y a quand même une petite sortie de zone de confort parce que, c'est une interview qui qui est un petit peu préparée, mais qui est peu préparée, qui est assez spontanée et donc, quand on l'a commencé, c'est ce qu'on disait avant de lancer l'enregistrement, on ne sait pas à l'avance ce qui va en sortir, on fait confiance au processus. En tout cas, moi, j'ai choisi de faire confiance au processus et en même temps, j'ai commencé cette interview avec quand même une petite, résistance interne en me disant: «Je sais pas, on verra» et tout est juste. Oui, c'est ce qu'il y avait à dire, maintenant, à cet instant. Après, on a toujours des espèces de regrets. On se dit: «Mais, mince, j'aurais dû dire ça, j'ai oublié ou j'aurais dû formuler autrement». Mais non, en fait, c'est juste à l'instant T. Accepter que notre imperfection, à nous tous, hein, elle relève de la perfection parce qu'à l'instant T, nous sommes la bonne personne qui est en train de parler ou en train de faire quelque chose. En d'autres termes, arrêter de se foutre la paix, comme dit Fabrice Midal. Arrêter de se dire ah c'était pas suffisant, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, tu as fait ce qui était le mieux, le plus juste pour toi à l'instant T et point barre. Donc oui, c'est un exercice intéressant, d'autant que que ce processus pour ce podcast, je le fais en 2 temps. D'abord, j'explique aux gens, comment ça fonctionne. Je leur propose de réfléchir à savoir s'ils veulent vraiment être interviewés, parce qu'en fait, les questions ne sont pas décidées à l'avance. Alors, j'ai indiqué une liste de questions, mais en fait, moi, je laisse, faire, ce qui, se manifeste aussi pour, pour voir des pépites s'en sortir, pour laisser l'autre, s'exprimer tel qu'il en a envie, tout simplement et moi je lâche prise aussi, dont tu as parlé tout à l'heure Amandine et qui est fondamentale. On est arrivé donc au bout de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu as le mot de la fin? J'ai le mot de la fin et ce mot de la fin qui me vient en fait, c'est le mot danse qui vient et ça fait aussi partie de ma vie, la danse, depuis une dizaine d'années et la danse me vient, parce que donc moi, j'ai choisi le West Coast Swing qui est une danse improvisée, une activité qui a été une formidable accompagnante pendant ce processus que j'ai décrit un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que ça a été un outil qui m'a aidée à entrer en relation avec mon corps, à en découvrir aussi ma personnalité ou les fragilités de ma personnalité par, et donc ce que j'avais à soigner à travers, enfin, ce que j'avais à soigner à l'intérieur de moi et qui du coup, se transformait à travers mon expression artistique, donc à travers la danse et pour renforcer justement cette relation avec mon corps, cette relation avec la vie aussi et l'ancrage. Donc d'être aussi bien ancré, les 2 pieds bien sur terre. À travers la danse, en fait, c'est le corps qui est complètement en scène et le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas et c'est grâce à ça que, à travers la danse, mon corps m'a aussi donné des clés d'information sur, les fragilités que j'avais à soigner et à accompagner et donc l'invitation que j'ai envie de donner à travers la souveraineté intérieure qui est notre sujet aujourd'hui, c'est d'accueillir ce qui est et de danser avec la vie. Donc c'est superbe. Merci Amandine. Je te remercie à nouveau d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu, de ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, Christelle, et merci pour ces questions qui sont venues aussi cheminer en moi. Dans le descriptif de cet épisode, on aura aussi des liens vers les différentes activités d'Amandine pour que vous puissiez la retrouver facilement. À très bientôt. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous
et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.